Dans une société de plus en plus exigeante sur le physique et les réseaux sociaux qui nous montrent une réalité biaisée, de plus en plus de gens de tous les âges vivent avec des troubles alimentaires. Pouvant aller jusqu'à la mort, ceux-ci sont très difficiles à traiter mais sont de mieux en mieux connus et la prise en charge est plus efficace. Mes invités d'aujourd'hui viendront éliminer les tabous et mettre en lumière leur expérience pour nous aider à comprendre cette problématique afin de pouvoir identifier et aider ceux et celles qui en ont besoin autour de nous. Bienvenue à Trajectoire. Je m'appelle Sophia, puis je suis ici pour parler de troubles alimentaires puis pour prouver que c'est possible de sortir de l'anorexie, de la boulimie ou n'importe quel autre trouble. Bonjour Sophia. Allô! Bonjour Vicky. Allô! Vicky qui est intervenante pour SOS Changement. Merci d'être là, tu es une des habituées du show. Oui. Sophia, tu es venue nous raconter ton histoire parce qu'on va parler de troubles alimentaires aujourd'hui. Ouais. Donc, toi, tu es confrontée à ça depuis la dernière année. Ouais. Puis avant qu'on tombe dans l'élaboration de tous les troubles alimentaires avec Vicky, j'aimerais que tu me parles de comment toi, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème dans ton alimentation. Ben honnêtement, ça fait peut-être 2 ans que j'ai des comportements alimentaires un peu, pas anormaux, mais tu sais, je me posais des questions sur qu'est-ce que je mangeais, le nombre de calories que je devais manger. Puis ça a commencé surtout quand je commençais à faire du gym. Parce que je commençais à m'entraîner. Puis j'ai trouvé vraiment un gros plaisir à m'entraîner. C'est super le fun. Tu sais, je trouvais ça super agréable. Je me sentais bien. Mais à un moment donné, j'ai commencé à regarder des vidéos sur TikTok, sur Instagram, de combien de calories tu t'es censé manger. Un déficit en calories aussi. Là, je me posais des questions. Puis là, j'ai downloadé des applications pour calculer mes calories. Puis ça a commencé à être vraiment plus sévère cet été, donc l'été qu'on vient de passer. OK. Parce que là, j'avais acheté une balance pour vraiment bien calculer qu'est-ce que je mangeais. Puis je me regardais souvent dans le miroir. C'était vraiment un problème, mon apparence pour moi. Puis j'arrivais vraiment juste pas à être confrontée à me voir. J'avais pas une bonne perspective à quoi je ressemblais. OK. Puis j'avais jamais le modèle idéal dans ma tête. Il était jamais fait. J'arrivais jamais à l'avoir. T'arrivais jamais à atteindre ce que toi, tu voyais. J'arrivais jamais à atteindre ce que moi, je voyais. Puis c'était vraiment difficile. Fait que j'essayais de compenser avec le gym, la bouffe. Puis à un moment donné, vers comme septembre-octobre, j'ai réduit mes portions assez comme d'une bonne... Tu sais, j'ai quand même bien réduit mes portions. Puis j'avais plus beaucoup d'énergie. Fait que j'ai arrêté d'aller au gym. Puis comme pour compenser, je pense, j'ai arrêté de... Je mangeais beaucoup moins. Puis j'ai commencé à réduire tranquillement. Fait que j'ai jeûné. Je jeûnais, dans le fond, je mangeais pas le matin jusqu'à une certaine heure parce que j'avais lu à quelque part que c'était bon pour la perte de poids. Ouais, l'espèce de jeûne intermittent. Ouais, le jeûne intermittent, exactement. Puis en octobre, j'ai vraiment réalisé que j'avais un problème parce que c'était dans ma tête, c'était trop dans ma tête. Le soir, je m'endormais puis je réfléchissais à qu'est-ce que j'avais mangé dans la journée puis qu'est-ce que j'allais manger le lendemain pour être dans un certain nombre de calories en bas de 1000, par exemple. Puis c'était vraiment très présent. J'arrivais pas à être autour de la nourriture, comme ça me paniquait puis il fallait que j'en parle à quelqu'un. Il fallait que je le dise à quelqu'un, fait que je le disais à ma mère. Puis ma mère et moi, on n'était pas vraiment proches, mais on s'est vraiment rapprochés la dernière année. Fait que je me sentais assez à l'aise pour lui parler de ça. OK. Puis lui dire que j'ai besoin d'aide, puis que j'ai envie de m'aider. J'ai pas envie de continuer comme ça, puis que ça fasse une boucle sans fin, mettons. Quand on a un problème d'anorexie, on arrête de manger, puis c'est progressif, tu l'expliques bien. Tu sais, on commence par faire du sport, après ça, on combine ça avec une bonne alimentation, puis à un moment donné, on dirait qu'on perd un peu le fil. Puis tu as eu la chance, toi, de pouvoir en parler à quelqu'un, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons de ton âge. Ils n'ont pas une personne à qui parler. Donc, avant de continuer sur ton histoire, Vicky, toi qui es intervenante, j'imagine que tu reçois beaucoup de personnes dans ton bureau qui te parlent de ces problèmes-là. Puis c'est pas tout le monde qui a une oreille à qui parler. Définitivement, le réseau puis la famille fait partie d'un des meilleurs facteurs de protection. Donc oui, c'est important d'avoir des gens à qui on peut en parler. Puis oui, on le voit là, au niveau de la proportion que ça prend maintenant chez les jeunes, c'est l'accès aux réseaux sociaux. On le sait qu'avec la pandémie, il y a une augmentation énorme au niveau de l'utilisation de toutes les plateformes, que ce soit TikTok, Instagram. Donc ça a contribué malheureusement à augmenter les problématiques du trouble du comportement alimentaire. Puis, tu sais, on parle d'anorexie aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Tu sais, on entend souvent parler d'anorexie, boulimie. C'est comme les deux
les deux auxquels on pense quand on parle de troubles alimentaires, mais il y en a vraiment plus que ça. Peux-tu me donner une idée de combien de problématiques il y a? Oui, bien, je pense que c'est important pour les auditeurs de clarifier. Il y a l'anorexie mentale qu'on appelle, là, que c'est vraiment, ça touche 4 des femmes. C'est beaucoup plus au niveau des femmes. On dit qu'il y a 10 mettons, plus associé au genre masculin, mais fréquemment, c'est vraiment plus des jeunes filles ou des femmes. On parle de vraiment une crainte d'engraisser, donc une peur de prendre du poids et vraiment une restriction au niveau alimentaire. Il peut avoir du tiers à une demi, dans le fond, de 33 à 50 de jeunes anorexiques qui ont quand même des périodes de boulimie, donc ils vont quand même avoir des gavages excessifs et qui vont utiliser des méthodes par la suite, le compensatoire, comme se faire vomir et prendre des laxatifs ou jeûner, comme tu disais. L'anorexie mentale, ce qu'il faut savoir, c'est extrêmement dangereux. C'est la cause, c'est la plus grande cause, dans le fond, du taux de mortalité chez les jeunes. Donc, c'est 10 à 15 parce que les jeunes, malheureusement, se laissent aller, arrêtent de manger et ça vient jouer. J'ai hâte que Sophia puisse continuer avec sa belle histoire, mais ça peut venir les conséquences peuvent être très graves là, suite à de l'anorexie. Par la suite, il y a la boulimie nerveuse. On le sait, c'est des périodes de gavage excessif avec des périodes de compensation. Et l'hyperphagie, dans le fond, c'est vraiment de l'excès au niveau de l'alimentation, c'est souvent associé à l'obésité. Et il n'y a pas de comportement restrictif ou compensatoire. Donc, c'est des gens qui vont se gaver sur une courte période avec beaucoup de nourriture sans nécessairement, par exemple, utiliser des laxatifs, se faire vomir. Donc, c'est vraiment, mettons, les trois grandes catégories, mais il y a l'orthorexie qui est vraiment se préoccuper de façon vraiment exagérée, de bien manger. Donc, tu sais, c'est correct de bien manger puis prendre soin de sa santé, mais quand ça prend toute la place puis que ça altère le fonctionnement, c'est là que ça devient plus nuisible. Il y a aussi la dysphorie musculaire qui est vraiment le désir d'avoir des gros muscles. Il y a des troubles alimentaires non spécifiés, ça veut dire que ça rentre pas dans les critères. Donc, en gros, c'est les autres catégories. Puis évidemment, les comportements restrictifs, on le sait, quand on décide de prendre le contrôle sur notre nourriture, ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous les critères du DSM-5, mais on peut quand même avoir des enjeux, puis ça peut avoir une grande nuisance sur notre fonctionnement au quotidien. Oui, puis tu sais, on n'est pas obligé de se rendre bien loin pour en voir les conséquences quand on a de l'abus. Toi, en fait, tu disais, là, à partir de l'automne, tu en as parlé à ta mère, vous avez commencé à en discuter. Est-ce qu'elle avait remarqué des changements chez toi? Est-ce qu'elle avait essayé d'entamer une discussion? Non, la seule chose que mes deux parents ont remarqué, c'est que je prenais soin de ma santé physique, puis que j'essayais de manger mieux, puis que j'allais au gym, je m'entraînais. Puis c'est ça, ça a été un des plus gros chocs pour eux, c'est qu'ils se sont dit on n'a jamais vu ça venir, on n'a jamais vu les troubles alimentaires chez Sophia. C'était comme, pour eux, ils se disaient être en forme. Être en forme, puis elle veut juste aller au gym. Tu sais, ma mère, elle me l'a répété plein de fois. Elle me disait, je te trouve tellement magnifique, je te trouve tellement super d'aller au gym, puis de t'entraîner, puis de faire prendre soin de ta santé. Puis, tu sais, il y a une partie de moi, je me disais comme, oh cool, tu sais, c'est vrai, je prends soin de ma santé, mais en même temps, je savais un peu que qu'est-ce que je faisais, c'était nuisible. Oui, tu savais qu'il y avait une espèce d'abus à quelque part. Parce que, tu sais, c'est une pensée qui prend toute la place. Tu le disais, tu n'étais plus à l'aise avec la nourriture, tu faisais juste calculer des calories. C'est vraiment difficile, puis c'est vraiment drainant à long terme parce que tu n'as plus de place pour penser à autre chose. C'est juste ça qui est dans ta tête. Puis une autre chose aussi, c'est qu'à chaque fois que tu te poses devant un miroir, à chaque fois que tu t'habilles, tout le temps, il faut tout le temps que tu regardes quelle partie a grossi, quelle partie a maigri. Si quelque chose a maigri, tu es contente, fait que tu te dis ça a fonctionné, qu'est-ce que je fais, fait que je vais continuer comme ça ou je vais y aller encore plus intense. Puis le regard des autres, c'est une chose pour moi qui valorisait un peu mon trouble alimentaire. Par exemple, si au dîner, je mangeais moins que les autres, je me félicitais. Tu te comparais. Je me comparais, mais je me disais, c'est bien, moi, je mange moins que les autres. Fait que ça, c'est sûr que ça l'aide pas, mais les autres sont pas au courant nécessairement, fait qu'ils peuvent pas t'aider là-dedans. Non, puis la mode est pour les personnes, tu sais, c'est facile de cacher, là. C'est super facile de cacher. On s'habille ample, puis tu sais, souvent, j'imagine que le comportement vestimentaire doit changer aussi, Vicky, ça doit être quelque chose que tu remarques. Tu sais, plus qu'on maigrit, puis plus qu'on met des couches de linge pour pas que les gens s'en rendent compte, puis c'est quand même contrastant comme mode de pensée parce qu'on a envie d'être bien dans son corps, mais plus on avance dans le processus, moins on est bien, puis plus on s'habille, puis plus on se cache.
ça fait partie des symptômes aussi à surveiller. L'isolement, définitivement. Tu sais, quand on parle d'anorexie, surtout parce que les commentaires peuvent aussi venir augmenter le désir d'avoir du contrôle. Tu sais, moi, j'ai souffert aussi d'un trouble du comportement alimentaire. Et quand les gens me disaient que j'avais maigri, ça me donnait le gaz pour continuer à me restreindre, à m'entraîner. Je me disais, écoute, ça fonctionne. Fait que c'est sûr que moi aussi, c'était ça. Tu sais, les gens, des fois, ils pleuraient. Tu vois, on était bien trop maigri, ça n'a pas de bon sens. Je me rappelle, ma mère, elle me disait, t'as des petits bras comme tes avant-bras, tu sais. Puis, ça paraît pas maintenant, mais dans le temps, j'ai vraiment, je pesais pas beaucoup, disons-le comme ça. Et je me rappelle, souvent, je mettais des cotons à thé, puis j'avais quand même 22-23 ans, là, pour aller au restaurant. C'est un Hoodies pour des jeunes ados, c'est correct, là, mais un Hoodies à 22-23 ans, ça peut avoir de l'air un peu particulier, donc oui. Puis on voit souvent les gens aussi qui vont se priver d'aller au restaurant. Tu sais, au restaurant, on n'a pas de contrôle sur qu'est-ce qui est les dans gens l'assiette. voient ce que tu manges. Aussi, oui. Puis, tu sais, des signes aussi qu'on peut remarquer, puis c'est dans le but de prévenir, évidemment, mais tu sais, des jeunes ou des personnes qui vont aux toilettes tout de suite après avoir mangé, une première fois, ça se peut, là, mais quand c'est à tous les repas, des fois, il faut se questionner aussi qu'est-ce qui se passe aux toilettes. Ça peut être un indicateur aussi. Oui, en tant que parent, je pense qu'il faut vraiment garder l'œil ouvert. Là. Puis tu vois, toi, tu as l'air d'avoir quand même une bonne relation avec tes parents, puis ils s'en sont pas rendus compte. Ils étaient même fiers de toi. Ils étaient fiers, oui. C'est fou quand même, mais est-ce que tes amis, parce que notre cercle d'amis, quand on est ado, c'est super serré, on parle de tout et tout ça, puis on fait plein d'activités ensemble. Est-ce qu'il y a comme un phénomène de groupe là, dans ta perte de poids? Est-ce qu'il y a des encouragements entre les faits? Check, comment j'ai maigri, nanana, on partage des trucs, on fait des régimes ensemble. Est-ce qu'il y avait comme un effet... Ben moi, personnellement, dans mon expérience, j'avais une meilleure amie, puis elle a développé un trouble alimentaire aussi. Elle, c'est de la boulimie, malheureusement. OK. Pendant l'été, donc l'été qui vient de se produire, puis on se voyait assez régulièrement, assez fréquemment. Puis moi, honnêtement, j'ai beaucoup de notions sur qu'est-ce qu'il faut manger dans la vie, les protéines. Je me suis vraiment renseignée là-dessus. Fait que j'essayais de la guider, mais il n'y avait aucune partie de moi qui essayait de la nuire. J'essayais juste de l'aider parce que je sais qu'elle n'était pas bien dans sa peau, puis je la voyais dégradée. Ouais. Puis j'essayais de l'aider en lui disant que, comme, tu sais, OK, tu veux moins manger, mais au moins mange les bonnes affaires, au moins mange les trucs qui vont t'aider. Ouais. Puis elle a perdu beaucoup de poids à la rentrée scolaire, ce qui a fait pour moi comme un effet un peu de, comme disait Vicky, je me comparais beaucoup. Puis ça m'a comme forcé à y aller beaucoup plus intense dans mon processus de perte de poids. Fait que je te dirais qu'avec cette amie-là, qui était mon amie, presque ma seule amie, mettons, à l'école, c'était vraiment difficile parce que les deux, on se comparait, puis les deux, on vivait des trucs similaires, mais différents à la fois. Ouais, vous vous crainquiez un peu. Exactement. Les deux, on avait un problème. Puis elle, dès que ça allait moins bien, moi, je le remarquais, donc je voulais aller moins bien encore. Et on a dû arrêter de se fréquenter en janvier environ. OK. Parce que ça allait trop loin. Puis elle a été hospitalisée seulement 5 jours début de l'année. Fait que là, c'est là que j'ai vraiment compris que ça n'allait pas. C'était grave, c'était grave. Puis c'est quelques semaines après que moi, j'ai décidé d'en parler avec ma mère parce que je voulais pas me rendre au point de l'hôpital. OK. Puis c'est ça, fait que j'en ai parlé avec ma mère. On a trouvé Vicky. Puis j'ai commencé à avoir des rencontres avec elle en début novembre environ. Puis j'avais aussi un nutritionniste pour essayer de m'aider... en général, avec la nourriture. À garder l'équilibre. À garder l'équilibre, exactement. Je voulais pas perdre nécessairement les notions de la nourriture. Je voulais quand même savoir, qu'est-ce qui était bon pour mon corps, puis comment remonter la pente. Mais de la bonne façon. Mais de la bonne façon, exactement. Okay. Sans me, gaver sur des biscuits, whatever. Oui, c'est savoir, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est changer le mode de vie pour essayer de trouver un équilibre ou une normalité. Ouais. Mais toi, je pense que tu as été hospitalisée aussi. Oui, c'est ça. Fait que tu t'es tout de même rendu jusque-là. Je me suis tout de même rendue là. C'est ça. Après, donc, j'ai fait novembre, décembre, janvier, février. Ça allait quand même bien. On mettait en place des plans... Des plans assez doux de réalimentation. J'avais eu comme un tableau avec mon nutritionniste d'aliments que j'aimais plus, fait qu'ils étaient comme dans ma safe zone, mettons, jusqu'aux aliments qui étaient vraiment difficiles pour moi à manger. Puis on essayait d'en intégrer aux semaines un peu de tout. On essayait de balancer.
J'avais recommencé à déjeuner, ce qui était quelque chose que, pour moi, je faisais jamais parce que je jeûnais. Puis le déjeuner, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, ça me causait beaucoup d'anxiété parce que je me disais, je peux pas manger après comme une certaine heure, je peux pas manger à 7 heures le matin, ça marchera pas, tu sais, je vais... Ouais, t'avais développé des espèces de craintes. Exactement, des craintes qui, au fond, c'est pas vrai, tu sais, mais c'est vraiment des croyances que j'avais. En février, j'avais pas repris le poids que j'avais perdu, mais moi, je pensais que ça allait bien. Puis je commençais à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Je me disais, ouais, ça va fonctionner, tu sais, ça va fonctionner. Puis mi-février, je suis allée voir mon infirmière pendant un cours d'éduc parce que j'avais un léger mal de tête. Puis mon infirmière était au courant de ma situation. OK. Elle me dit, est-ce que je peux prendre tes signes vitaux, tu sais, juste être sûr que t'es correct. Je me dis, ouais, pas de trouble. Elle me prend ma pression, puis elle voit que mes battements de cœur, j'étais à 37. 37 battements minutes, c'est très peu. Ce qui est vraiment pas agréable, c'est que t'es pas censé être à 37. Puis là, elle s'inquiète, elle dit hop, tu peux-tu aller te coucher, tu sais, va te coucher un peu, 4-5 minutes, je vais reprendre je vais venir les reprendre, juste m'assurer, tu sais, peut-être que c'était... Ah, c'est peut-être une mauvaise mesure. Ouais, peut-être une mauvaise mesure, tu sais, on sait jamais. Et je dis, OK, je vais aller me coucher. Elle vient me revoir 5 minutes plus tard, elle les reprend. Puis au repos, donc là, tu sais, j'ai été reposée pendant 5 minutes, j'étais à 32, je pense. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, elle me dit, Sophia, faut qu'on t'emmène à l'urgence, tu sais, t'as pas le choix, je peux pas te garder ici parce que t'es dans un cas critique. En bas de 40, c'est un danger de mort. Je veux dire, tu peux pas vivre avec un battement de cœur de 32, surtout quand t'es au réveil. Ben non, ça n'a aucun bon sens. Ça fait pas de sens. Fait que là, tu sais, ça a été un coup de choc, là. Moi, j'étais comme... Non, tu sais, je peux pas. Mais c'est que je pense qu'elle vivait des réussites dans la réintégration de certains aliments. Ouais. Mais c'est sûr que le dommage qu'elle avait causé à son corps était trop grand pour justement que ces nouvelles habitudes qui étaient quand même très progressives. Tu as parlé de son plan. C'est vraiment de réintégrer des aliments qu'elle jugeait un peu comme interdits. Mais tu sais, ça a été comme fait progressivement peut-être pendant 2-3 semaines. Puis là, finalement, c'est comme si son corps, malheureusement... Quand on prend pas soin de notre corps, ben, des fois, ça peut finir par... Ouais. Ben, quand on parle de mortalité, parce que ça, t'en as parlé, moi, ça me surprend. Là. Je peux pas croire que la première cause de mortalité pour un jeune de son âge, c'est ça. C'est quand même incroyable. Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence directe sur ce type de comportement-là, qui sont des troubles alimentaires? Bien, définitivement. On peut-tu faire des liens? Bien, c'est sûr, tu sais, dans notre temps, Valérie, puis on est quand même, tu sais, j'ai le double d'âge, même plus que le double d'âge de Sophia. On n'était pas exposés à ça, là. Tu sais, nos TV, je me rappelle, on tournait les postes comme ça, on voyait pas des Instagram. On n'avait pas d'application sur nos cellulaires. Je me rappelle, ado, moi, c'était Baywatch, là, c'était Pamela Anderson, là, puis tu sais, on en parlait tout le temps, là. C'était ça qu'on voyait comme image. Puis encore là, les gens, on se rappelle tous de Pamela Anderson, parce que c'était Marilyn Monroe, peut-être plus. Puis tu sais, c'est qu'on était moins exposés et on avait moins de temps sur nos téléphones. On n'avait pas, je me rappelle, j'avais un Padgett à son âge, tu sais, puis c'était ça, mes réseaux sociaux, le reste, c'était au parc. C'est fait que c'était, un, moins présent, deux, la culture de performance qu'on parle aujourd'hui, c'est que les gens sont exposés à des modèles de beauté qui sont vraiment axés par la minceur, même voire la maigreur. Moi, souvent, je vois des parades de mode, puis Gucci, Prada, les filles sont pas minces. Les filles sont émaciées. Ils sont en sous-poids, là. Et c'est sûr que ces jeunes-là, ben, ils veulent représenter un petit peu ce type de modèle de beauté-là. J'étais contente quand il y a eu la mode là, de Kim Kardashian. Tu sais, plus de rondeur, je me disais, OK, on s'en va vers chaque corps est beau selon ce qu'on souhaite. Puis, tu sais, de se dire qu'il faut valoriser la différence, tu sais. Mais là, si on dit qu'on est revenu dans un mode minceur, mais je dirais, tu sais, le cerveau des adolescents n'est pas développé comme le cerveau des adultes. Le sens critique non plus. Moi, si je vois, tu sais, je le sais, là, je me suis mis sur Snapchat hier pour faire une niaiserie de fête des mères, mais je suis pas la même fille, là. Jusqu'à je me mets un filtre, c'est comme si ma peau est parfaite. Hey, parlons-en des filtres. J'ai plus de rides, les cheveux ils ont de l'air brillants. Ben les gens qui se comparent à des modèles comme ça, moi-même, je pourrais vous montrer une photo, vous direz, c'est pas Vicky, ça, là, juste avec Snapchat, là. Fait que c'est sûr que les gens, ils voient ça, fait qu'ils voient un modèle, ils se disent, ben, je voudrais ressembler, mais on sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, vraiment, oui, ça a un impact. Puis, il disait, là, depuis la pandémie, dans le fond, il y a eu 131% de plus de demandes d'aide au niveau, mettons, de tel jeune, toutes les ressources d'aide téléphonique. Wow. Parce que justement, pendant la pandémie, les jeunes faisaient quoi? Ils sortaient pas de la maison. Donc,
scroll Instagram, puis on le sait, là, moi, si je pense que j'ai le goût d'avoir une laveuse sécheuse, bien, j'ouvre mon Facebook, puis je vois des laveuses sécheuses. Là. Ah, imaginez, facile. Tout est facile aujourd'hui. Les informations. Puis il y a tout le côté, l'algorithme aussi, c'est que si je parle de régime, je vais voir un régime, exemple, un régime keto, peu importe le genre. Après ça, là, tous les styles de régime vont justement être présentés sur ton fil d'actualité. Même chose au niveau d'Instagram. Fait qu'il y a comme une consommation qui devient abusive, mais qui est aussi, je dirais, c'est toxique parce que c'est imposé constamment. Ouais. Puis, tu sais, on ferait le test, je dirais régime, là, puis c'est sûr qu'après ça, ils vont me sortir des régimes. Donc, c'est pas dur, c'est pas dur. T'as été hospitalisée, fait que c'est quand même... Là, t'avais l'air surprise, tu fais comme, bon, ben mon Dieu, mon cœur bat à 32, il y a quelque chose qui marche pas. Clairement. Toi, tu t'es dit, je vais rester là 2 jours, ça va être fini, là. Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit parce que on est arrivé à l'hôpital, puis ils m'ont mis dans une chambre d'urgence, à l'urgence. Puis on était en attente d'un pédiatre, quelqu'un qui venait nous parler. On a dû passer une nuit à l'urgence parce qu'il n'y avait pas de place en pédiatrie. Fait qu'ils ne savaient pas trop où me mettre. Finalement, il y a un médecin qui est venu me voir le lendemain pour me dire qu'il y avait une aile dans Sainte-Justine qui s'appelle Sitka. C'est vraiment une aile pour les troubles de comportement alimentaire. Fait que tu vas là, puis comment elle me l'expliquait, c'est que c'était une aile de vie. Puis moi, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, pardon, une aile de vie? Je veux pas rester, je reste pas là. Je vais pas habiter là. Non, tu sais, moi, je suis venue ici parce que mon cœur battait moins bien. Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme 3-4 jours. Il me regardait un peu. OK, fais telle affaire à la maison, tu vas être correct. Moi, c'était ça. Dans la tête de mes parents, c'était la même chose. Mais t'étais tout le temps là. T'as été là... Moi, j'ai été là pendant 2 semaines. Non-stop pendant 2 semaines? Non-stop pendant 2 semaines. Là, t'as été confrontée à cet endroit-là, à d'autres gens qui avaient le même problème que toi, qui avaient le même trouble, puis des troubles bien différents. Bien différents, exactement. Est-ce que ça t'a permis, ces 2 semaines-là, de te regarder puis de faire comme, ben écoute, je pense que j'étais à ma place ici? Ça a-tu pris du temps avant que tu le réalises? Ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ouais. Puis on n'a pas le droit de parler de ça. Dans le Sitka, tu n'as pas le droit de parler de troubles alimentaires ou d'alimentation en général? Tu n'as pas le droit de parler d'alimentation, tu n'as pas le droit de parler de pourquoi tu es là, comment tu es arrivé ici. OK. Puis une des règles communes, c'est que pour faire partie du groupe, ils appellent ça le groupe. Donc c'est l'endroit où quand tu vas manger, tu peux être avec les autres, donc tu peux manger ensemble. En groupe. Ouais, OK. Pour faire partie de ce groupe-là, il faut que tu sois capable de manger tes 3 repas principaux en 40 minutes. Fait que tu as un temps, puis on avait des temps. 40 minutes, c'était le temps maximal que tu pouvais avoir pour manger parce que certains qui souffrent de troubles de comportement alimentaire vont manger très lentement. Moi, j'avais un de ces problèmes-là. C'est assez fréquent. Tu t'en rends pas compte que tu manges lentement. Ça m'a pris vraiment du temps à m'en rendre compte que je mangeais lentement parce que je me disais, c'est normal, là, 40 minutes, c'est pas beaucoup, 40 minutes. Là. Comment je vais faire pour manger en 40 minutes? Finalement, j'ai réussi. J'ai pu faire partie du groupe. Sur quoi tu travailles avec des jeunes comme Sophia? Quand on est dans un profil comme ça, c'est sûr qu'on peut se rendre en hospitalisation plus facilement. Oui. Puis généralement, c'est une hospitalisation qui va être faite de façon planifiée. Donc, l'enfant consulte son pédiatre, son pédopsychiatre, et là, considérant la santé physique qui est vraiment en danger, la sécurité de la personne, ben là, on va hospitaliser. Tandis que de son côté, Sophia, c'est vraiment son cœur qui a lâché. Ouais. Puis on le sait, hein, le fait de se faire vomir, on dit souvent que ça peut venir nuire à l'œsophage, mais c'est aussi, ça l'amène une grande perte de potassium dans le sang. C'est ça qui joue sur les battements de cœur. Okay. Donc, c'est vraiment, tu sais, souvent les gens vont dire, ouais, c'est pas grave, se faire vomir. Non, ça a des conséquences extrêmement graves sur le corps et sur le cerveau, parce que c'est un choc, là, se faire vomir. Pour ce qui est des facteurs, dans le fond, des facteurs de risque ou les trucs qu'on a à travailler, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est apprentissage d'une gestion émotionnelle qui est plus saine. Donc, souvent, on va travailler un petit peu les éléments déclencheurs. C'est que là, maintenant, c'est le trouble qui est la manifestation. Il y a souvent des symptômes qui sont sous-jacents, des éléments dépressifs, tout ce qui est apprendre à s'aimer. Tu sais, le corps, on est chanceux. Il faut faire preuve
de gratitude envers notre corps. C'est grâce à lui qu'on peut venir ici, c'est grâce à lui qu'on peut voir nos amis. Donc, de traiter notre corps de façon bienveillante. Je dirais, c'est toute comment je pourrais dire, une façon de faire qui doit être changée. On parle de prévention, mais combien de fois qu'on va parler « Hey, t'as donc bien maigri. Ah, ça te va bien, t'as pris un peu de poids. » Tu sais, on s'en rend pas compte. Souvent, les intentions des gens, c'est vraiment bienveillant. Mais tu sais pas ce que l'autre vit dans sa réalité. Tout à fait. Puis on parlait que quand quelqu'un nous dit qu'on a maigri, que ça nous amène à être encore plus excessif. Ouais. C'est de même pour beaucoup. Donc, de vraiment nourrir l'estime de soi, qu'on travaille beaucoup avec Sophia, valoriser ses forces, l'aider à voir qu'elle est plus grande que son problème aussi. Tu sais, nous, on l'appelle avocat. Là. Moi, souvent, je leur demande de donner des petits noms. Fait que c'est de travailler l'estime, apprendre à s'aimer. Moi, je dis souvent que les parents sont un grand facteur de protection aussi. Le choix des relations sociales, c'est un nouveau set d'amis dans lequel tu te sens super bien. Il n'y a pas de discussion entourant les régimes, les repas. On ne sont pas en train de se peser constamment parce que c'est sûr que si tu as une pesée à côté de toi, quand tu te lèves puis tu as un grand miroir, bien, ça se peut que tu te regardes davantage. Puis c'est toute une façon de changer son mode de vie aussi. Oui, exactement. Puis ça, c'est important d'en parler. Puis tu sais, toi, j'imagine, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ouais. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé chez toi, ce parcours-là? Je te dirais que l'hospitalisation a fait un gros choc. Ça m'a ouvert les yeux un peu sur plein de choses, dont ma santé, que je me préoccupe tellement. Depuis mon trouble, je me dis tellement, faut que je sois en santé, faut que je sois en forme, faut que je sois telle affaire. Mais quand j'ai réalisé à quel point je mettais ma santé à risque en faisant des choses que je pensais que ça allait améliorer ma situation, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plusieurs choses. Puis, dont la nourriture, j'ai réussi à réavoir un apport alimentaire un peu plus agréable. Plus sain. Sain, mettons. Pour vrai, même si je mange en ce moment, j'ai zéro plaisir à le faire. Fait que pourquoi je le ferais? D'une part et d'autre, je mangeais plus, oui. Mais de l'autre côté, des aspects de mon trouble ressortaient à travers ce plan alimentaire-là parce que j'étais très restrictive. Il fallait que je mange telle chose, je vais le manger, d'accord, mais je vais rien manger d'autre. Ce qui est dur, c'est que souvent, les personnes qui sont atteintes vont développer des mécanismes comme parfois mentir, cacher la vérité. Ça amène des tensions au niveau de la famille. C'est de la consommation, hein? C'est la même chose. C'est la personne qui va prendre un verre de vin parce qu'elle a eu une mauvaise journée. Bien, la personne qui a des problèmes alimentaires peut soit se restreindre pour avoir du contrôle ou se gaver parce que, justement, les émotions sont trop envahissantes. Tu sais, une santé physique, là, on n'a pas deux, là. On en a juste un. Ton body, là, t'en as juste un. Fait que comment tu le maltraites maintenant, ça va avoir un impact sur le futur, puis de se dire, ben, c'est d'apprendre à s'aimer. Tu sais, elle est belle comme un cœur, même si on lui dirait, t'es belle comme un cœur, faut que ça vienne d'elle. Merci beaucoup pour ton courage. C'est pas évident de parler de soi comme ça puis de s'ouvrir. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup de jeunes filles de ton âge qui se posent des questions, puis ça va peut-être leur sonner une cloche. Ça se peut. Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Vicky. Toujours la bienvenue sur le plateau. Merci. À la prochaine.